Cette peinture se nomme les joueurs de cartes, les joueurs de cartes en allemand. Peint en 1920 par Otto Dix. Otto Dix est un peintre allemand né en 1891 et mort en 1969. Trois personnages jouent aux cartes, leur visage défiguré, amputé. Une des personnes a même un long tube relié à l'oreille, et un autre n'a même plus de jambes. Ils n'ont plus d'œil, de bras, de nez. Il leur manque un morceau de crâne. Sur la terrasse d'un café, ils jouent aux cartes, plongeant leur malheur dans leur jeu. Des journaux allemands en arrière-plan racontent peut-être la guerre. Dans la rue sombre du café, un lampadaire éclaire faiblement, et l'on peut apercevoir une tête de mort à l'intérieur. Otto Dix, l'auteur, a peint 3 gueules cassées dans leur quotidien. Otto Dix, l'auteur, a peint 3 gueules cassées dans leur quotidien. Les gueules cassées est un mot familier qui désigne les soldats de la Première Guerre mondiale pour désigner leur visage défiguré ou mutilé. Après la Première Guerre mondiale, mutilé de partout de haut en bas, le peintre a lui-même vécu cette guerre. C'est pour cela qu'il a essayé de témoigner de ce qu'il a vu par cette toile. Certaines blessures sont possibles, comme l'œil en moins, une jambe amputée, et d'autres sont irréelles, comme le crâne, les 2 jambes amputées, le long tube à l'oreille. Il veut montrer les séquelles physiques de la Première Guerre mondiale. Le tableau reflète la violence de cette guerre et les mutilations qui en résultent. Il nous semble aussi que les blessures qui nous semblent irréelles, même absurdes, reflètent la volonté de l'artiste de témoigner de l'absurdité de la guerre et de ses conséquences sur les hommes. Pour nous, ce tableau ajoute à ce que nos camarades ont déjà dit sur l'horreur de la Première Guerre mondiale. En effet, il montre le fait que l'horreur se prolonge un peu sur les visages de ces gueules cassées, même après l'armistice du 11 novembre 1918. Mercredi 5 mai 1915. Chérie, voilà le baptême du feu, cette chose, tout à fait agréable, tu peux le croire. Mais je préférais être bien loin d'ici, plutôt que de vivre dans un vacarme pareil. C'est un véritable enfer, l'air est sillonné d'obus. On n'en a pas peur, pourtant. Nous arrivons dans un petit village où se fait le ravitaillement. Là, on trouve dans les casemates, enfoncés dans la terre, les gros canons de 155. Il faudrait que tu les entendes cracher ceux-là. Ils sont à 5 km des égouts. Ils tirent à 115 sur l'artillerie Boche. On sort du village à l'abri d'une petite crête. Là commencent les voyous de communication. Ce sont de grands fossés de 1 mètre de large et de 2 mètres de profondeur. Nous faisons 3 km dans ces fossés. Après, on arrive aux tranchées, qui sont assez confortables. De temps en temps, on entend siffler quelques balles. Les Boches nous envoient quelques bombes, peu redoutables. Nous sommes à 200 mètres des Boches. Ils ne sont pas trop méchants. Je me suis promené à 800 mètres sur une route, à peine si j'en ai entendu 2 siffler. Nous avons affaire à des Bavarois qui doivent en avoir assez de la guerre. Ça va changer d'ici quelques jours. Nous faisons des préparatifs formidables en vue des prochaines attaques. Que se passera-t-il alors? Je n'en sais rien. Mais ce sera terrible. Car à tout ce que nous faisons, nous prévoyons une chaude affaire. J'y vais cœur gros, mais j'attends toujours confiant. Nous prévoyons le coup prévu avant dimanche. Si tu n'avais pas de nouvelles après ce jour, c'est qu'il me sera arrivé quelque chose.
D'ailleurs, tu en seras averti par un de mes camarades. Il ne faut pas se dissimuler. Nous sommes en danger et on peut prévoir la catastrophe. Sois toujours confiante, malgré cela, parce que tout n'y reste pas. Alphonse, 9 jours après avoir écrit cette lettre, Alphonse X a été tué par un obus. Les premiers blessés sont apportés. Ils arrivent de toutes parts. Tout est occupé, jusqu'au moindre recoin. C'est l'engouffrement, par toutes les ouvertures, par toutes les fissures, de ces pauvres poilus qui tombent dans nos bras hébétés, hagards. Les yeux affichés par l'horreur de ce qu'ils ont vu, et les traits contractés par la douleur et les troubles souffrances surhumaines qu'ils éprouvent. L'un dans l'autre est dans un état pitoyable de prostration et d'anéantissement, sentant l'urine et les matières fécales et dégageant une odeur de cadavre. Ce pauvre diable blessé par les éclats d'obus qui lui ont broyé la cuisse est resté pendant 2 jours à moitié enfoui dans le trou que l'obus meurtrier avait creusé, contre le cadavre d'un de ses camarades tué à côté de lui. J'ai vu là des soldats couverts d'une telle quantité de poux que les différentes parties des pansements qui étaient envahies jusqu'aux plaies. C'est une vraie boucherie, pleine de sang et de râle. Après une bougie, l'aumônier, les mains pleines de sang, n'arrête pas de panser les blessures. Je dors debout, du moins je somnole. Je vis comme un automate. Nos blessés poussent des cris horribles, et d'autres encore, alignés le long du mur, prêts à être évacués, leurs langues comme des porcelets. Les cris de souffrance nous masquent d'une canonnade formidable. Les morts sont entassés pêle-mêle, les uns sur les autres, comme des choses devenues sans intérêt, puis allongés par terre, côte à côte, et soigneusement ensevelis dans leur linceul, les pieds joints, les mains croisées sur la poitrine, quand ils possèdent encore les mains et les pieds. Docteur Léon Barros et Jean Lépine. Alors, on a choisi la première lettre. Ça explique aussi comment. Elles expliquent aussi les mutineries. Elles expliquent les mutineries, les combats, les morts et la vie dans les tranchées, comment c'était dit. La deuxième lettre, elle montre ce qui se passait dans l'armée avec les médecins, que si ils n'avaient pas de pitié, s'ils avaient un problème, ils coupaient la main et puis c'est tout. Il y a aussi des fois, vers la fin de la guerre, c'était un bout de pain contre la vie, ou sinon il les laisser mourir dans les tranchées. Nous allons vous présenter un extrait d'un long dimanche de fiançailles de Jean-Pierre Jeunet. Le film commence sur les images d'une tranchée, l'endroit où logeaient les hommes lorsqu'ils étaient envoyés au front. Ces dernières étaient ensevelies sous la boue et très inconfortables. Un homme allume une cigarette grâce à l'une des rares lanternes qui éclairent ces labyrinthes boueux. Une voix va nous expliquer que des soldats vont être exécutés. Le samedi 6 janvier 1917, 5 soldats condamnés à mort étaient conduits dans le secteur de Bouchabel.
sur le front de la Somme. La voie s'arrête et les images nous montrent dans quelles conditions vivaient les hommes, que l'on appelle poilus. On y voit des tranchées inondées par la pluie et des soldats qui essaient tant bien que mal de rester au sec. Ils sont recroquevillés sur eux-mêmes. Certains fument, peut-être était-ce leur seul moyen d'avoir un peu de chaleur. Le premier des accusés apparaît à l'écran et la voix reprend pour nous expliquer pourquoi il en est arrivé là. Jadis aventureux et gai, portait à son cou le matricule 2124 d'un bureau de recrutement de la Seine. Il avait des bottes à ses pieds, prises à un Allemand. Il avait pris ses bottes à un ennemi qui n'en avait plus besoin, pour remplacer, bien bourré de paille ou de papier journal, sa paire de vieux godillots. Il était passé en conseil de guerre pour mutilation volontaire. On avait trouvé des traces de poudre sur sa main blessée. On l'avait condamné à mort. Cet homme est condamné pour mutinerie. Cette raison qui poussait pendant la guerre les soldats se blessaient volontairement pour ne plus assister à ce triste spectacle qu'était la guerre. Mais lui est seulement victime d'une balle qui s'était mise dans la main en voulant tuer un des nombreux rats qui envahissaient les tranchées. Cet extrait nous a particulièrement bien montré la vie dans les tranchées. Une vie très difficile à supporter, une période très longue dans la vie des soldats. Les soldats qui n'ont pas toujours supporté, résisté à tous les chocs émotionnels. Certains d'entre eux, comme on a pu le voir, en sont venus à se mutiler pour échapper à cet enfer. On espère que cette vidéo vous a touché autant que nous. On aperçoit à nouveau des tranchées. Un homme tombe dans la boue et on nous raconte le passé de cet autre soldat. Le deuxième soldat était le 4077, d'un autre bureau de la Seine. Il était soudeur au chemin de fer de l'État, à Bagneux. Il s'appelait Francis Guignard. On l'appelait Sissou. Il savait que les pauvres font de leurs mains les canons pour se faire tuer, et que ce sont les riches qui les vendent. Il essayait de le dire dans les cantonnements, mais il n'expliquait pas bien. Et le mauvais vin, qui est le compagnon de la misère, abrutissait tant le regard des soldats qu'ils savaient encore moins comment les atteindre. À présent, on observe des soldats français qui exécutent un groupe d'Allemands. L'un d'eux hésite à tuer son ennemi. Ce dernier est alors exécuté par un autre de ses camarades. Là, un poilu se brûle volontairement la main, sur le bout d'une mitrailleuse. C'est un acte de mutinerie.